le retour de Morsi, mais le problème c'est la légitimité et les libertés publiques qui sont en train d'être volées, c'est d'après eux. Ouais. Deuxièmement, ils ont donné beaucoup plus de souplesse et de liberté de décision, même aux mineurs, c'est-à-dire pas mineurs, aux membres, de s'agir en vertu de la situation, étant donné qu'il n'y a pas de tête pour le moment. On a un groupe sans tête pour le moment, donc avec qui on pourrait négocier, ou bien on pourrait par exemple même donner des ordres tout à fait synalagmatiques pour lui dire qu'il faut arrêter tout ça parce que c'est dangereux pour les pays, c'est sensible. Donc on pourrait par exemple parler, c'est la raison pour laquelle quand j'étais ici dans une émission directe, à la suite de l'arrestation de Guide, de Tourbadia, j'ai dit que je crois que cette décision n'est pas assez étudiée parce que si on l'arrête, on va parler avec qui? On pourrait négocier avec qui? Donc, tout le groupe. Mais pourquoi négocier? Pourquoi négocier? C'est-à-dire, ils sont des étudiants. Parce qu'en fait, la politique, c'est l'art de possible. Non, je veux dire que maintenant, on est devant des étudiants, des manifestants, qui ont, c'est-à-dire des manifestations qui ont dégénéré en violence. Alors, il faut arrêter la violence. On n'a pas à négocier avec les violents. Est-ce qu'on est par exemple... S'ils ont des demandes, ils peuvent le faire, mais pacifiquement, comme tout le monde, avec des manifestations qui sont vraiment paisibles. Est-ce qu'on est en mesure, par exemple, d'arrêter chaque jour des centaines de Non, je ne peux pas dire les arrêter, c'est-à-dire les mettre en prison. Je veux dire arrêter la violence, c'est-dire, je ne sais pas, le corps universitaire, il a un rôle à faire. Comment sanctionner ou punir ses élèves? Oui, il faut bien distinguer entre deux choses très importantes. Premièrement, c'est lui qui est criminel par nature, c'est-à-dire qu'il connaît très bien qu'il a volé, qu'il a je ne sais pas quoi, tué quelqu'un. Donc, c'est un criminel qui est facile à arrêter, à capter, je ne sais pas quoi, parce que et il n'y a aucune sympathie de la part de la société. Et à l'autre côté, il y a par exemple quelqu'un qui est convaincu des idées quelconques, de certaines idées, qu'il défend et qu'il n'est pas du tout, en fait, prêt à les concéder. Donc, c'est difficile, c'est-à-dire de lutter contre des idées qui ne sont pas conformes aux biens qu'ils ont lorsqu'on parle, docteur, de lutte, on parle d'étudiants qui font partie d'une université. Oui. Et là, il faut rappeler là que exercer une activité politique au sein de l'université, c'est quand même... il y a des règles pour ça, ouais. Justement, il y a des règles ici en plus. De toute façon, on a dépassé les règles. Et s'il en était contre que des figures soient arrêtées ou détenues selon la loi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a là des points d'interrogation. Ces étudiants-là sont supposés être... Ils font des études, à part les études académiques des écoles qu'ils font, que ce soit médecine, loi, droit, quoi que ce soit. Et il y a une bonne partie de sciences religieuses qu'ils apprennent tout au long de leurs années d'études. Et là, est-ce qu'on est toujours dans ce contexte de l'islam, de cet esprit de l'islam? Est-ce que, n'est-ce pas, on voit qu'on s'éloigne peu à peu de cette institution qui a été toujours modérée, qui reflétait le vrai visage de l'islam? Est-ce que vous trouvez que c'est le vrai visage de l'islam? Est-ce que vous trouvez qu'avec ce n'est pas le vrai, oui, justement, ce n'est pas la vraie image de l'islam, mais le problème... Et permettez-moi, je vous prie, s'il vous plaît, avant de continuer, qu'il faut dire là que la grande majorité de l'islam qui parle, qui s'exprime, on y trouve sur les visages, dans la voix même, cet islam modéré, ce qu'on ne trouve pas chez ceux qui en fait, qui réclament, qui ont des demandes tout à fait déterminées, rigides, avec même un langage tout à fait différent. Oui, bon, où est l'islam là? Notre problème, lorsque l'islam fait partie de ce qu'on peut appeler un dispositif social global, et ça fait partie de la culture de société, ça fait partie aussi de la conduite, soit politique, soit sociale, de n'importe quelle entité, n'importe quelle communauté. Notre problème dans le tiers-monde, c'est quoi? On n'a pas très habitué aux règles de donner ni de prendre. C'est-à-dire, par exemple, il faut des manifestations, par exemple,
ici, même à la télévision égyptienne, pour augmenter les salaires et les mensualités. Donc, si vous avez par exemple les moyens, et si vous connaissez très bien qu'on est apte, pourquoi attendre les manifestations? Donc, de ne pas réduire là. Oui, par là, exemple, il faut préciser. Oui, oui, je donne un exemple. Même pour les académiciens, les universitaires et tout cela. Même aussi au stade politique. Si on demande par exemple la liberté de former ou de créer des partis, donc il faut des manifestations, il faut des révolutions, des protestations pour avoir un tel droit. Donc, par exemple, si vous voulez par exemple prendre par exemple une chemise par exemple, et vous le prenez d'une façon souple et douce comme ça, donc il sera toujours d'un très bon état. Mais si vous essayez par exemple de le tirer, il pourrait être déchiré, déformé. Donc il faut s'habituer en Égypte pour par exemple l'action politique dans les universités, il faut trouver une formule comme quoi on pourrait pratiquer la politique sans nuire aux exigences de la société, aux exigences de la sécurité nationale. La solution, ce n'est pas interdire la politique des universités, ce n'est pas aussi donner les cours à la politique d'une façon se conformer aux règles. Hasardeuse, désordonnée dans la société. Il faut des règles, comme dans tous les pays. Par exemple, en ce qui concerne plusieurs choses dans la Constitution, par exemple, qui est encore en préparation. Vous avez par exemple le chapitre de droit public, de liberté publique. Plusieurs constitutions ont déjà adopté de tels droits. On pourrait les traduire tout simplement s'il y a quelque chose qui pourrait contrarier à nos dogmes ou bien à nos conventions et coutumes, on pourrait l'écarter ou les modifier, mais vous avez déjà la structure. Donc vous avez dans plusieurs pays en progrès des étudiants qui font de la politique. Mais comment ils le font? Comment on gère la manœuvre? C'est ça la question. Donc je ne suis pas du tout, par exemple, ni pour une politique tout à fait débridée dans les universités, c'est-à-dire sans borne. Je suis tout à fait aussi contre abolir la politique aux universités. On est tous contre l'abolition de la politique. C'est dans l'intérêt de notre pays. Mais bien sûr. Parce que, par exemple, si un médecin, un interprète, je ne sais pas quoi, donc il pourrait devenir un jour un cadre d'un parti. Ouais. Un cadre d'un parti qu'on n'a pas initié la politique à l'université, donc comment agir? Après, 10 ans après sa graduation, par exemple, après avoir obtenu son diplôme, disons 20 ans, il va commencer. Le bilan, c'est quoi? On a interdit la politique aux universités tout au long du temps de Moubarak et aussi dans la dernière partie, ou bien dans les dernières années de temps de Sadat. Donc, qu'est-ce qu'on a appris en fin de compte? Maintenant, on n'a pas de vraie politique dans tous les pays, soit parmi les musulmans, soit parmi je ne sais pas quoi. Donc, on n'a pas d'homme politique. Pourquoi? Parce que on n'a pas formé des cadres politiques. Mais si vous me permettez, docteur, on n'a pas parlé du tout d'interdire la politique. Personne ne parle d'interdire la politique. On parle qu'il faut se conformer aux règles, qu'il faut être pacifique et qu'il faut que les manifestations restent pacifiques. Il ne faut pas sortir de l'université et couper les routes. Il ne faut pas lancer des pierres contre les forces de l'ordre. Il ne faut pas assiéger la direction. Quel est le schéma? C'est-à-dire, les règles pacifiques. Non, mais il y a des règles pacifiques pour toutes les manifestations, connues par tout le monde. Si on veut se manifester, alors on doit suivre les règles. Sinon, on doit être affronté par la police, par l'ordre. Oui, mais le pacifisme n'est jamais en question. Mais là, je vous dis pourquoi. Parce que maintenant, on échange les accusations. Par exemple, les forces de sécurité disent que ce sont les étudiants qui ont franchi les lignes rouges, et les étudiants disent non, ce sont les forces de sécurité qui nous ont harcelés le premier. Donc il y a toujours des accusations. Mais le fait d'assiéger la direction, c'est qui l'a fait. Ce sont les étudiants qui ont assiégé la direction. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas correct. C'est contre la loi. Et ces demandes concernant. Non, c'est véridique, ce que vous venez de dire. Et ces demandes concernant le départ aussi du grand imam El-Cheikh Al-Azhar, ce n'est pas la première fois. On a osé faire une telle demande avant et on est même arrivé jusqu'au bureau du grand imam. Et là, c'est pour des raisons politiques et parce qu'on le considère donc parmi les alliés d'un certain changement dont presque toute la société, à part la confrérie, était pour. C'est-à-dire, apparemment, c'est un sujet qui ne va jamais finir. Oui, je vous donne le dernier mot. Oui, pour ma part, en ce qui concerne son excellence, son éminence, le grand imam, qui est notre professeur aussi, donc un homme tout à fait respectable et un bon représentant de l'Azhar, moi, je lui demande, avec tout le respect que je lui garde, par exemple, d'envoyer au moins un envoyé spécial de sa part aux étudiants pour discuter avec eux. Pourquoi vous réclamez le départ
de M. le grand imam. Premièrement, c'est contre la loi en fait de déclarer une telle demande. Donc c'est définitif. Mais tout simplement, qu'est-ce que vous contestez à M. le grand imam? Pourquoi vous réclamez son départ? Et on pourrait parler avec vous d'une façon tout à fait ouverte pour l'air, au moins, pour leur faire apprendre comment dialoguer, comment discuter. Parce que ce qu'on manque en Égypte, c'est quoi? C'est que toujours, notre parole est toujours une voix sans écho. Pourquoi il n'y a pas d'écho? Parce que... Mais je pense que l'Azhar, qui a déjà entamé un dialogue avec la société en général, avec la maison de la famille, et Beit al-Aïla, parrainé par le grand imam en personne, c'est-à-dire que certes, ils sont ouverts à tout le monde. Oui. De toute façon, on vous remercie, Dr Kamel. Voilà, il nous presse de terminer. Alors, Dr Kamel Gadalla, professeur universitaire à l'Azhar, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Dans quelques petites minutes, l'édition de la revue de presse. À tout de suite.